Donc aujourd'hui, on va essayer de voir la méthode de la régression linéaire. C'est une méthode explicative. Là aussi, comme dans le cas de l'ANOVA, on a d'une part une variable dépendante et une variable indépendante. Alors, sauf que c'est quoi la différence mais bien une régression linéaire ou l'ANOVA? C'est lié à la nature des données. Vous vous rappelez en fait du premier schéma que je vous ai donné par rapport au choix de la méthode de l'analyse de données. Quand on fait un choix, on le fait d'abord par rapport à la nature des variables. Est-ce qu'elles sont métriques ou non métriques? Bien sûr, ça suppose, est-ce que je suis dans la famille des méthodes descriptives ou explicatives? Ça, c'est la première discrimination à faire. Une fois j'opte pour une méthode explicative, je dois vérifier au préalable la nature de mes variables. Est-ce que mes variables sont de nature métrique, quantitative, ou non métrique, c'est-à-dire qualitative? Alors, il faut vérifier évidemment les variables des deux côtés. Quand on est dans l'explicatif, on a des variables dépendantes et des variables indépendantes. Donc, quelle est ma variable qualitative et quantitative? Là aussi, le choix de la méthode d'analyse de données va être différent en fonction, est-ce que c'est la variable dépendante qui est quali ou quanti, ou est-ce que c'est la variable indépendante qui est soit quantitative, soit qualitative. Donc, pour le cas de l'ANOVA, nous avons choisi l'ANOVA parce que nous avons une variable dépendante qui est quantitative et une ou elle a plusieurs variables indépendantes qui sont qualitatives. Alors maintenant, si par exemple je suis dans la même problématique, c'est-à-dire que ma problématique elle est de nature explicative, sauf que la variable aussi bien dépendante qu'indépendante, elles sont de nature quantitative. Là, je vais plus utiliser l'analyse de la variance, mais plutôt la régression linéaire. Donc en fait, on y est le choix, mais bien la méthode de l'analyse de la variance ou la régression linéaire dépend principalement de la nature de vos variables. Mais au niveau de choix qu'on fait par rapport aux méthodes et par rapport à l'objectif, c'est exactement le même. On est toujours en train d'expliquer une variable ou voilà une variable en fonction d'une ou de plusieurs variables. Alors, le principe MTH, c'est quoi? Tout comme l'analyse de la variance, elle repose aussi sur le principe de la linéarité. D'ailleurs, elle déjà régression linéaire. On suppose que le modèle qu'on est en train d'estimer, que la relation qu'on est en train d'estimer, elle suit une relation qui est plutôt linéaire. Donc, le phénomène linéaire, en fait, au niveau, surtout si on prend le volet mathématique, ça s'écrit sous la forme de y est égal à x plus b. D'accord, là, on a une forme mathématique pour tout ce qui est relation linéaire entre les variables. Alors juste, on va essayer d'expliquer cela à travers la schématisation qu'on va utiliser. Alors, si on prend en fait de manière mathématique, toute relation linéaire, c'est une relation qui va suivre en fait la forme d'une ligne qui est droite, d'accord? Et qui va s'écrire sous la forme de y égale à a, qui est une constante, plus b, qui est un coefficient en fait, multiplié par notre variable qui est x. Donc, y, c'est la variable qui est dépendante. Donc, l'ordonnée, j'aurai la variable y. Et l'abscisse, j'aurai la variable x. Et on voit que y varie et va augmenter, par exemple, selon une ligne droite, selon les différentes modalités que va prendre x. Alors, la linéarité, elle suppose quoi en fait? Elle suppose que x, plutôt le b, le coefficient de cette droite, il ne change pas quel que soit le niveau de x. Si je reprends l'exemple le niveau de scolarité et le revenu, supposons que y, c'est le revenu, ou x, c'est le salaire.
pardon, y هي السالير, la variable dépendante, ou le x هي le niveau de scolarité. Autrement dit, qu'est-ce que je suppose? Je suppose que plus le niveau de scolarité il augmente, plus le salaire il augmente, exactement. Ben, quand on va dire que cette relation elle est linéaire, elle est linéaire, c'est-à-dire que je suppose que quel que soit mon niveau de scolarité, qu'il soit bas ou élevé, l'augmentation du salaire, elle va être ou elle va suivre une même pondération, un même coefficient. Mouch معناها, par exemple, quand je suis dans un niveau de scolarité bas, que mon salaire va augmenter dans des proportions moindres que quand je suis dans un niveau de scolarité qui est élevé. معناها الB هذايا ما يتبدلش. Contrairement à d'autres types de relations, notamment اللي تعرفوها في الماث اللي هي la relation exponentielle, le coefficient يتبدل en fonction du niveau de x, d'accord? Donc c'est la relation qu'on appelle une relation linéaire. معناها الB نتاعي يقعد هو بيدو. Pour chaque unité de x, quand x va augmenter d'une unité, on va le multiplier par b pour retrouver notre y. C'est la relation de la linéarité, ou schématiquement parlant, on va le voir d'ailleurs dans la régression linéaire, je trouve la droite, l'estimation doit s'approcher le plus possible d'une droite linéaire. A, la constante, soit il peut être égal à une valeur, un chiffre, soit كان droite نتاعي مثلا تبدا هوني مثلا تبدا من الزيرو, là A نتاعي باش يولي égal à 0. Donc A هو c'est la constante. فسرناها المره الاخرى, قلنا par exemple si هوني الY نتاعي par exemple c'est les dépenses, d'accord, les dépenses que un consommateur va faire, ou l'X نتاعي هو le revenu. Évidemment, plus on suppose que plus le revenu augmente, plus les dépenses vont augmenter. Sauf que il faut prendre en considération aussi un autre élément lié à la constante. Par exemple, ici, ça va être l'épargne. L'individu, il augmente les dépenses d'un coefficient B, mais les dépenses ils peuvent augmenter en fonction de la constante liée à l'épargne. D'accord? Donc, c'est un peu la constante qui peut être égale à 0 ou à une autre valeur. Donc, c'est le principe d'abord de la linéarité. C'est un principe sur lequel on estime les relations l'analyse de la variance et aussi dans le cas des régressions dites linéaires. D'accord? Mais, alors, c'est le premier principe donc de l'analyse de la régression linéaire. C'est le principe donc on a de la linéarité. Elle implique aussi une variable dépendante, une seule variable dépendante à la fois. À la khatra, on est toujours dans des résolutions de problématiques statistiques dites de deuxième génération. Qui les statistiques de troisième génération, les équations structurelles, on peut prendre en compte plus d'une variable dépendante à la fois dans une régression. Mais pour l'instant, nous avons avec une seule variable dépendante. Par contre, nous avons avec une seule ou elle a plusieurs variables indépendantes. La seule condition, c'est que toutes les variables soient de nature quantitative, donc mesurées par exemple par des échelles d'intervalle ou par des échelles de ratio. Alors, c'est quoi l'objectif donc de la régression linéaire? L'objectif principal, c'est d'expliquer une variable dépendante, donc ça peut être le salaire, par une ou un ensemble de variables indépendantes qui sont quantitatives. Alors, qui te une seule variable indépendante? Par exemple, expliquer le salaire par le niveau de scolarité. Là, on va être dans une régression dite simple. Deux variables, wahda dépendante, wahda indépendante. Si par contre, je vais utiliser plusieurs variables explicatives, indépendantes, là, je serai dans la régression dite multiple. Alors, on a des exemples.
Si on prend le cas des ventes, on veut prédire les ventes en fonction de l'attitude à l'égard de la publicité. Et d'ailleurs, c'est un exemple où on peut utiliser la régression linéaire. Les ventes, elles sont mesurées par une échelle de ratio, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui peuvent prendre n'importe quel chiffre. Donc, c'est une échelle de ratio où l'attitude à l'égard de la publicité elle est généralement mesurée par une échelle psychométrique, par une échelle d'intervalle, par une Likert, mais pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Donc, on a deux variables qui sont quantitatives, واحدة dépendante, اللي هي les ventes, واحدة indépendante, اللي هي l'attitude à l'égard de la publicité. Un deuxième exemple, on veut expliquer la fidélité des employés par la satisfaction au travail. Là également, on a deux variables. Alors, la variable dépendante, c'est la fidélité des employés. Je veux expliquer pourquoi les employés deviennent fidèles à leur entreprise. Ou la fidélité, c'est aussi un concept psychologique mesuré dans les recherches en sciences sociales par des échelles psychométriques qui ont été générées par des auteurs. Donc, l'échelle et on va l'utiliser dans un questionnaire sous forme d'échelle d'intervalle avec des degrés aussi d'accord. Même chose pour la satisfaction. Ça va être mesuré par une échelle d'intervalle. Donc, la condition n'est موجودة. On dit deux variables qui sont واحدة dépendante, واحدة indépendante, et toutes les deux sont mesurées par des échelles d'intervalle. Donc, toutes les deux sont quantitatives. Alors, les deux cas, on dit une régression linéaire qui est simple. Alors, si on essaie de schématiser tout ça, donc généralement dans les recherches, et ça vous l'avez certainement vu les articles on schématise la problématique sous forme de ce qu'on appelle un modèle conceptuel de la recherche. Alors, si on prend le cas de la deuxième problématique, l'effet de la satisfaction des employés sur la fidélité de ces employés. Ça suppose qu'il y a deux variables. D'une part, une variable qui est indépendante et qu'on va appeler donc la satisfaction des employés. Donc, on y a une satisfaction. Et j'ai une variable qui est plutôt dépendante, donc une variable à expliquer, et qui est la variable fidélité. D'accord? Alors, généralement, on relie dans les schémas, dans les modèles conceptuels, les deux variables par une flèche indiquant le sens de la relation. D'accord? On est à la relation, satisfaction vers la fidélité. Dans le cas précis, on a recours à ce qu'on appelle à la régression simple. Elle est simple, une seule variable indépendante qui explique ma variable dépendante. Dans une autre problématique, si par exemple je veux estimer à la fois l'effet de la satisfaction et de la relation avec le manager sur la fidélité des employés, là j'aurai un modèle un peu plus complexe et qui va avoir finalement deux variables qui sont indépendantes. Je dois les indiquer donc deux variables, la satisfaction d'une part donc, on dit la satisfaction. Et ici, j'aurai une autre variable qui peut être, par exemple, la relation avec le manager. Et toujours, j'aurai ma variable fidélité. Voilà.
Même chose aussi, on relie par des flèches donc les variables. J'imagine que vous avez déjà vu ce type de schématisation dans les articles que vous avez lus. C'est pas les mêmes variables, mais du moins, voilà, ce qu'on appelle les modèles conceptuels d'une recherche et qu'on teste à travers des analyses statistiques. Évidemment, les relations Hedoma, ils ne viennent pas du néant, ils viennent d'une revue de la littérature et de ce qu'on appelle des hypothèses de la recherche également. Chaque modèle conceptuel, il est relié à des hypothèses qui sont elles-mêmes issues de la littérature. Alors, في الكا هذا الثاني عندنا ce qu'on appelle chaque relation donne évidemment lieu à une hypothèse qu'on va tester. Et il ne s'agit pas de l'hypothèse statistique, hein, comme c'est pas l'hypothèse liée à un test statistique qui est même H0 ou l'alternative H1. Là, il s'agit d'hypothèses de recherche, uniquement reliées à la revue de la littérature et un modèle qu'on vient de schématiser. Donc, quand on a des relations de ce type, et quand les deux variables MTI sont quantitatives, on utilise la régression simple pour tester la relation ou justement l'interprétation reliée à ce lien de satisfaction ou de fidélité. Donc, il s'agit avant tout de retrouver des liens entre des variables pour pouvoir par la suite dire est-ce que cette hypothèse elle est vraie, est-ce qu'elle est validée ou est-ce qu'elle est rejetée ou bien acceptée. D'accord? Donc, c'est le principe d'abord par rapport, si on relie à la régression, par rapport à ce que vous connaissez en termes de littérature et de théorie. Généralement un modèle et ce modèle va être testé via des régressions linéaires si les variables MT sont toutes quantitatives. Ben, alors, maintenant, on va partir d'un exemple concret pour essayer de comprendre qu'est-ce que la régression apporte aussi par rapport à d'autres tests beaucoup plus simples qui m'a la corrélation. Alors, d'accord, qui chauffe la corrélation simple, mais bien deux variables, t'as un lien entre deux variables. Alors là aussi, mais bien deux variables qui m'a satisfaction ou fidélité, je peux essayer de déterminer le lien بيناتهم. Alors كي نرجعوا ناخذوا الباز دو دوني نتاعنا في الكام نتاع l'OCC Challenge. Et on va essayer de voir un peu les relations qui existent entre plusieurs variables quantitatives et qu'apporterait de plus la régression linéaire. Juste شو من هذه ça alors ben mais c'est exemple. On va prendre une autre base de données, les clubs de sur laquelle on a travaillé la dernière fois, si vous vous rappelez, l'environnement physique, l'échelle de l'environnement physique. Alors, dans cette base de données, on a comme le vue des données, on a plusieurs variables, notamment des variables liées à l'environnement, variables liées à la confiance, à l'amitié, à la fidélité, etc. Ben, on va essayer de voir maintenant comment, à travers
simple, on peut retrouver des liens entre des variables. Donc, nous analyse, corrélation bivariée. Je trouve les relations entre des variables et on va introduire des variables comme la confiance, aussi l'environnement physique comme étant une variable. On va introduire également la fidélité. Par défaut, les corrélations estimées sont les corrélations de Pearson. Une estimation du lien entre deux variables. Donc, OK. Alors, Rouni, évidemment, qui m'a chauffé l'ACP, on a examiné un peu le tableau de corrélation. Dis-moi, on l'interprète soit la partie en haut ou en bas. Comme la diagonale qui coupe en deux le tableau. Et après, c'est les mêmes valeurs. Ce sont des variables prises 2 à 2. Donc, je la confiance avec fidélité. On va de fidélité avec confiance. Donc, juste, non, le parti, il faut qu'on ait un tableau. Il fait les trois valeurs 0,318, 0,52 et 0,40. Pardon, avec la taille 0,28. D'accord? Donc, les trois valeurs qui nous intéressent. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que a priori, il y a une corrélation entre les trois variables. C'est-à-dire que les trois variables sont liées. Ici, on n'est pas en train de voir qui influence qui. Mais on est juste en train de vérifier est-ce que ma relation où elle est entre les deux variables, est-ce qu'il y a un lien de dépendance? Autrement dit, quand une variable varie, l'autre, elle va aussi varier. Et selon le tableau, on voit très bien que la confiance et la fidélité varient fortement ensemble. qui تطلع واحدة منهم الأخرى باش تطلع mais باش تطلع زادة fortement خاطر il y a un lien de 0,52, ce qui est élevé. À partir de 0,50, on dit qu'il y a un lien qui est fort, d'accord, une corrélation forte. Sauf que l'information est-ce que c'est réellement la confiance qui influence la fidélité ou elle est? Donc, qui نرجع لك الشيما اللي صورناه le modèle conceptuel مثلا هوني كي نصوروا نقولوا la confiance elle influence la fidélité, نعمل flèche من confiance vers la fidélité. La matrice de corrélation ne me permet pas vraiment de dire que c'est la confiance qui va augmenter la fidélité. Ça peut être l'inverse, Z. Juste, on y a un lien de corrélation entre les deux variables uniquement. Donc, le rôle de la régression linéaire, justement. Donc, le rôle de la régression linéaire, non seulement un lien de corrélation, mais aussi il va nous indiquer le sens qui existe entre, d'une part, la confiance et la fidélité. Est-ce que c'est la confiance qui fidélité ou c'est la fidélité qui confiance? Évidemment, après, le choix va dépendre du chercheur. Le chercheur, selon la littérature, qui influence qui? Je connais la variable qui تسبق l'autre. D'accord? Donc, c'est le plus de la régression linéaire par rapport à la corrélation. Autant on bat d'ailleurs un des résultats de la régression, c'est exactement le même coefficient de corrélation. Mais sauf que le coefficient de corrélation, je ne peux pas confirmer que c'est la confiance qui influence la fidélité. Mais sans avec un tal flèche, elle qui nomme la régression linéaire. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au principe de la régression et pourquoi c'est important de ne pas se limiter uniquement au coefficient de corrélation pour estimer les liens entre les variables, mais de réaliser aussi des régressions à la le sens de la relation. Alors, la régression linéaire simple. Donc, on a la régression linéaire simple, c'est la méthode qui me permet d'estimer une variable dépendante quantitative, y, par exemple, c'est la fidélité, par une seule variable indépendante quantitative, x, par exemple, la satisfaction. Donc, l'équation, elle va s'écrire de cette manière, y égale a plus bx plus e. Alors, on a ajouté le e. Alors, à votre avis, à quoi correspond le e?
الA لقيناها اللي هي la constante. قلنا le B هو c'est le coefficient de corrélation. Alors c'est quoi le E? Voilà, c'est l'erreur. E c'est le terme d'erreur. Voilà. Mais on est dans un modèle explicatif prédictif. On va essayer de prédire en fait comment X va influencer Y selon un coefficient multiplicateur. Sauf que dans la prédiction, il y a toujours des éléments qui nous échappent. On ne peut pas être parfait au niveau des prévisions qu'on va faire. Et donc, il y aura toujours des erreurs d'estimation. Donc, elle dit qu'elle E, c'est justement la marge d'erreur et c'est l'erreur d'estimation. Les éléments la plus faible possible, je n'ai un résultat le plus précis possible. C'est tout à fait normal. D'accord? Alors, la régression linéaire, en fait, qu'elle soit simple ou elle multiple, on va voir. Ce qui est le plus difficile, c'est pas l'analyse en elle-même, mais les conditions ou la vérification par les conditions MTH. Alors, je trouve la NOVA, par exemple, que la normalité et l'homogénéité des variances, ce sont deux conditions qui doivent être vérifiées pour réaliser l'analyse de la variance. Fait le cas de la régression linéaire, on a encore beaucoup plus de conditions à vérifier. Sinon, si on ne satisfait pas ces conditions-là, on risque d'avoir des résultats totalement biaisés où les résultats finalement ne servent à rien si on n'a pas vérifié au préalable les conditions. Ou très souvent, justement, les recherches, les mémoires, on retrouve les résultats d'une régression linéaire sans aucune vérification des conditions. Sauf que, comme les s'ils ne sont pas satisfaits, ça veut dire que tous vos résultats peuvent être biaisés et n'ont pas du tout d'importance pour être interprétés. Alors, la première des conditions, c'est la normalité. Ne pas oublier la condition de normalité. Elle doit toujours être vérifiée. Qui m'a fait le cas de la NOVA, qui m'a fait le cas de la régression linéaire. Mais c'est une condition générale. Après, on a des conditions reliées à la régression bida. Alors, première condition, c'est la linéarité justement du phénomène mesuré. Quand la régression linéaire suppose voilà une estimation de la variable y selon un modèle y est égal à a plus bx plus une erreur. J'ai supposé et le modèle il est linéaire. وقد ما x معناها les niveaux نتاعها يطلعوا باش يقعد الكوفيسيون هو بيدو ما يتبدلش. Donc le b نتاعي ما يتبدلش. Donc ça, c'est un concept à vérifier. Alors, toutes les relations ne sont pas forcément des relations linéaires. Donc, il faut vérifier au préalable que notre concept de corrélation, il est bien fondé sur la linéarité. Alors, pour cela, on va examiner ce qu'on appelle les résidus. Alors, ça représente quoi ? Alors, les résidus, en fait, c'est puisqu'on est dans une méthode prédictive. C'est la différence qui existe entre les estimations, les prédictions et les observations. Alors, la régression, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a une base de données. La base de données fait des variables qui ont été mesurées sur la base d'un ensemble d'observations, les répondants le questionnaire. Donc, on a noté toutes les réponses on fait une base de données. Une base de données qui peut comprendre 200, 300, 400 individus, peu importe. Mais toutes les données qui ont été collectées et les variables ou les valeurs constituent des valeurs qui sont observées. Après, dans la régression linéaire, au niveau de l'analyse, on va faire des estimations selon le modèle Y égale A plus BX plus E. Le modèle avec des estimations, les prévisions. Alors la différence, elle est موجودة ما بين les variables prédites et les variables observées constituent ce qu'on appelle des résidus. Donc les résidus, c'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer على خاطرو ماهوش مطابق les observations نتاعي. معناها ce que je prédis
n'est pas totalement conforme et ne colle pas parfaitement aux variables observées. Oh, c'est tout à fait normal d'avoir des résidus. En statistique, on a toujours des résidus. Sauf que l'objectif de l'analyse, c'est de minimiser les résidus et de coller le plus possible le modèle MTI aux données qui sont observées. D'accord? Alors, donc, on va examiner la linéarité justement du phénomène en essayant de vérifier ce qu'on appelle le nuage de points des résidus. Kima شفنا tout à l'heure, on a schématisé la linéarité, on l'a schématisé avec une ligne droite. اللي هي تمشي وتطلع معناها خاطر pour montrer que قد ما x مثلا تطلع قد ما y elle va augmenter. Donc cette ligne droite qui représente l'estimation نتاعي باش نبداو فيها des nuages de points qui représentent les résidus qui sont les différences mais bien ce que j'ai estimé et ce que les observations me donnent réellement. Donc, je vais en battre concrètement sur le plan schématique. D'accord? Alors, deuxième condition. La deuxième condition, c'est ce qu'on appelle l'homoskédasticité, qui est en fait la condition de la variance constante du terme d'erreur. Qui le parallèle à l'ANOVA, ça correspond un petit peu à la condition du test d'homogénéité de Levin. Il teste la variance constante du terme d'erreur. Alors, c'est quoi en fait l'homoskédasticité? Généralement, quand on fait par exemple des enquêtes, il ne doit pas y avoir des erreurs de mesure qui sont reliées à une autre variable. Supposons à Malte une enquête où je veux mesurer le poids des différentes populations de femmes âgées de 18 ans à 50 ans. Il se peut que نعمل l'enquête نتاعي مثلا نلقى في tranche d'âge entre 25 et 35 ans les estimations du poids sont très fiables. Par contre, pour les femmes qui sont âgées de 18 ans à 25 ou les أكثر من 35 ans, les estimations نتاعهم تاع les poids sont incorrectes. Ou l'erreur elle est reliée للâge نتاعهم. Il se peut que, par exemple, les filles qui ont 18-20 ans ne soient pas encore très soucieuses de leur poids, donc il y a une estimation, il y a des femmes de plus de 40 ans, il y a des estimations qui sont plus ou moins incorrectes. Par contre, entre 25 et 35 ans sont très soucieuses de leur poids ou dans ce cas, le poids ne varie pas en fonction de l'âge. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homoskédasticité, c'est-à-dire que l'erreur le variable poids, elle est reliée à une autre variable, l'âge. Et ça, on doit l'éviter dans le cas de la régression linéaire. Mais je suis des erreurs dans une variable reliée à une autre variable. Alors pour cela, on va vérifier justement ce qu'on appelle l'examen des variances, les compris entre moins 3 et plus 3. Ça, on va le voir sur le plan pratique, évidemment. Je suis un tableau avec des valeurs et on va juste vérifier si les variables internes sont comprises entre moins 3 et 3 ou elles allaient. Alors, on va la condition à l'indépendance des termes d'erreur. كيما شفنا ما يلزمش يكون فما قلنا relation ما بين variable ou l'erreur نتاع variable أخرى. Même chose aussi, il faut que les termes d'erreur نتاع les variables mesurées نتاعي ما يكونوش corrélés بينات بعضهم. Là, on va utiliser soit le même tableau que celui pour l'homoskédasticité, les deux conditions sont très reliées entre elles, ou bien faire aussi le test de Durbin-Watson qui va directement me donner une valeur, généralement comprise donc les amas entre 1 et 3 pour dire que
il y a une indépendance des termes d'erreur. Donc, en fait, ce sont les conditions à vérifier avant de commencer à interpréter la régression. Et donc, maintenant, je vous le tout à l'heure avec l'application. Alors, voilà ce qu'on va faire pour l'instant. On va essayer justement de vérifier les conditions Hedoma et voir comment on va vérifier si notre régression, elle respecte bien la linéarité, la condition d'homoscédasticité et la condition d'indépendance des termes d'erreur. Alors, on a une problématique par rapport à notre base de données de l'OCC Challenge. Et la problématique, c'est d'étudier l'influence de l'esprit de compétition sur l'attitude des vendeurs à l'égard du challenge. Donc, هنا نحاولوا نشوفوا شنو la variable dépendante نتاعي وشنو la variable dépendante. Alors, très bien. Donc, l'attitude des vendeurs, c'est notre variable dépendante. Et on sait très bien que c'est une variable métrique, quantitative, puisqu'on l'a mesurée par une échelle d'intervalle. Ben, maintenant, notre variable indépendante, évidemment, qui reste, c'est l'influence de l'esprit de compétition. Donc, l'influence indique que, voilà, l'impact de l'esprit de compétition sur l'attitude des vendeurs. Et on a vu également que l'esprit de compétition, c'est une variable quantitative puisqu'elle a été mesurée aussi par une échelle de Likert. D'accord ? Donc, c'est la problématique qu'on va essayer de résoudre. Donc, l'influence, voilà, la flèche, si on veut schématiser la relation, temchi met l'esprit de compétition vers l'attitude à l'égard des vendeurs. D'accord? Donc, pour cela, on va réaliser une régression linéaire pour essayer de déterminer cette relation. Donc, on va la réaliser sur la base de données de l'ACP Challenge. Juste en attendant que ça. Voilà. Donc, le base de la CPH Challenge, on va vérifier que l'attitude à l'égard du challenge, c'est bien une variable quantitative. Donc, on dit l'attitude à l'égard du challenge sous forme d'item. Mais nous, on va bien sûr utiliser la variable principale qu'on a obtenue grâce à l'ACP. D'accord? Elle est l'attitude challenge. Et on va aussi utiliser l'esprit de compétition. Donc, pour cela, on va aller dans Analyse. Alors, ensuite, Régression. Et on va opter pour la régression linéaire. Dans la fenêtre, il y a plusieurs types de régression. Il y a la régression logistique, la régression ordinale. Elles dépendent en fait de la nature des variables. La régression logistique, par exemple, on va l'appliquer si notre variable dépendante, elle est qualitative. En fait, si vous allez retrouver des références sur la régression, que ça va dépendre du type de variable. On va travailler uniquement la régression linéaire pour des variables qui sont quantitatives. Statistique. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de générer les différentes conditions. Alors, pour cela,
je génère le diagnostic des observations. Point atypique 3 en termes d'écart type. On va observer et vérifier si les variables ne sortent pas de l'intervalle plus 3 moins 3. Donc, on va vérifier les observations internes. On va générer aussi le test de Durbin-Watson. La vérification de la condition de l'indépendance des termes d'erreur. D'accord? Donc, c'est bon. Poursuivre. Alors, on va générer aussi des tracés. Alors, les tracés, on dit le tracé des probabilités gaussiens qui va me générer la ligne droite pour vérifier la linéarité du phénomène. Et je vais générer également un diagramme qui va me permettre de vérifier également schématiquement les différents points d'estimation des résidus, ou donc je vérifie aussi l'homogénéité des variances, voilà ce qu'on appelle l'homoscédasticité. Donc, Z près ou Z réside, en fait, ce sont les variables qui sont prédites et les variables qui sont plutôt estimées. Donc, on Y ou X. D'accord? On bas de l'interprétation terre. Alors, poursuivre. OK. Donc, pour l'instant, je veux juste essayer de vérifier les conditions de la régression linéaire. Ah, voilà. C'est bon. Mais, alors, voici donc les résultats générés par les différentes options que nous avons essayé de demander pour vérifier les conditions. Alors, la condition de l'année et puis je vois, elle est la linéarité du phénomène. Pour la linéarité, on va la vérifier à travers ce qu'on appelle le tracé gaussien de la ligne droite. Donc, là, le tracé que vous êtes en train de voir. Attendez. Donc, en effet, régression, tout d'abord, on va évidemment, dans la première sortie, indiquer de quel modèle il s'agit. La variable introduite interne, c'est l'esprit de compétition, donc pour dire quelle est la variable indépendante. Et donc maintenant, on va commencer tout d'abord par vérifier la linéarité du phénomène par le tracé gaussien. Voilà. Ben. Alors, tracé gaussien, si vous remarquez, il donne en fait la ligne droite de la linéarité du phénomène de la régression. Où les différents points, donc comme les nuages de points que vous voyez, sont ce qu'on appelle les résidus. L'abscisse observé, on fait l'ordonnée attendue. C'est-à-dire c'est la différence entre ce qui est observé, les variables et ce qui est attendu, c'est-à-dire en termes de prédiction, qu'est-ce que ça donne. Alors normalement, les éléments colombiens se trouvent ligne droite. Et là, ça ne veut pas dire qu'ils doivent parfaitement constituer une droite. On a toujours des résidus, on a toujours des erreurs d'estimation, on a des observations, elle n'est pas forcément la ligne droite. Mais là, c'est vraiment le phénomène, on voit très bien qu'il est très linéaire. Il suit bien une ligne droite, ou les écarts, les موجودين sont très minimes. Ça m'a vraiment presque parfaite. D'autres estimations de linéarité,
qui sont plus écartés que ça de la ligne droite. Ça m'a presque une schématisation parfaite de la linéarité du phénomène. Vous avez compris? Voilà, donc on voit très bien que les points suivent la ligne droite. Donc on a satisfait la condition de linéarité du phénomène et on peut dire que le phénomène mesuré et l'équation qu'on essaie de déterminer suit bien le modèle linéaire. C'est la première condition satisfaite. Alors maintenant la deuxième condition, on a la condition de l'homoskédasticité, c'est-à-dire le fait que les variances des erreurs ne soient pas corrélées à d'autres erreurs de variables. Les observations est-ce qu'ils s'écartent ou pas de l'intervalle 3 moins 3. Donc, le tableau les écarts, voilà, c'est le tableau du diagnostic des observations. Donc, c'est un tableau qui me permet en fait de vérifier la condition de l'homoskédasticité. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder les résidus. Est-ce qu'ils s'écartent ou pas de l'intervalle 3 moins 3? Donc, par exemple, les résidus MTI, c'est 2,28, 3,11, 2,69. Ben, عندي juste هذايا شوية في 3 c'est un résidu qui est important, donc il يجيو par rapport à l'attitude challenge. Donc il faut vérifier ici par rapport à notre variable et l'attitude challenge et la variable dépendante, quelles sont les valeurs de ces résidus là. Alors نلقاهم de l'ordre de 4,33. Donc, les valeurs 286, 434 et 520. Ce sont les numéros de l'observation. Les individus liés au les questionnaires. L'individu numéro 286 ou l'individu numéro 434 ou 520, ce sont les individus qui s'écartent justement des valeurs standards et de l'écart 3 moins 3. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a deux solutions. Soit on élimine carrément les observations de base de données. Elles s'écartent de l'intervalle 3 moins 3. Ou bien on va tout simplement les ignorer. Alors, on les ignore. On les ignore d'abord quand l'écart n'est pas très important. L'écart ماهوش بعيد ياسر على 3 l'intervalle 3 plus 3. En plus, ça indique uniquement 3 observations à une taille totale d'échantillon qui est de 700. Donc, les géobos d'une façon un petit peu biaisée par rapport aux autres, ne va pas, par rapport à 700, ne va pas biaiser les résultats MTI. D'accord? Donc, en fait, c'est aux chercheurs de voir est-ce que les observations اللي عنده اللي فيهم مشكلة ينجموا vraiment ils biaisent des résultats ولا لا selon le rapport nombre d'observations par rapport à la taille de l'échantillon ou kiff par rapport à l'écart. D'accord? Donc هوني ما عنديش مشكلة par rapport à ce type de diagnostic des observations. Alors, il y a une autre méthode aussi de vérifier un peu le diagnostic des observations, la méthode schématique, mais elle est un peu plus arbitraire que le tableau. L'interprétation MTO, elle est un peu délicate. Alors, on chauffe quand même, donc juste en bas, on a généré tout à l'heure le tracé. هذا هو الtracé MTO. كيف هذوما ce sont pour la variable attitude challenge, ce sont les résidus standardisés et donc la différence mais bien les prévisions et les observations. Alors généralement comment on interprète le schéma il faut juste vérifier que les différents points suivent une forme rectangulaire. Donc c'est la recommandation donnée au niveau du schéma, de vérifier que les points
ne soit pas, par exemple, ne forme pas une hyperbole ou elle a une forme d'entonnoir, mais qui sont plutôt, qui sont alignés de manière rectangulaire. C'est l'interprétation du schéma. Il n'y a pas une forme anormale des points et des nuages de points des résidus pour dire que nous vérifions aussi la condition de l'homoscédasticité. Mais bon, juste Radima, c'est vraiment très arbitraire ou pour l'interpréter, donc il vaut mieux d'Imanol sur le tableau pour vérifier l'écart entre -3, l'intervalle -3 plus 3. C'est beaucoup plus précis que de vérifier le schéma. D'accord? Alors, donc, la dernière condition, elle est la condition de l'indépendance des termes d'erreur et qu'on va vérifier par le test de Durbin-Watson. Voilà, donc le test de Durbin-Watson dans le tableau récapitulatif des modèles. C'est la dernière colonne, où on va retrouver la valeur de Durbin-Watson. Donc, c'est un test qui nous fournit une valeur, pardon, alors, voilà, donc la valeur elle est égale à combien? C'est 1,76. La valeur de Durbin-Watson doit être comprise entre 1 et 3. Tant qu'elle est entre 1 et 3, on n'a pas de problème et on peut attester qu'il existe une indépendance des termes d'erreur. D'accord? Donc, c'est par rapport aux différentes analyses de vérification des conditions de la régression. Donc, la condition de linéarité elle est satisfaite, que la condition de l'homoscédasticité elle est vérifiée et que la condition de l'indépendance des termes d'erreur elle est également vérifiée. D'accord? Donc, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est juste vérifier les conditions pour pouvoir interpréter les résultats de la régression. Mais je n'ai pas l'interprétation de la régression. D'accord? Alors, voilà. Alors, tout à l'heure, on vérifie la linéarité du modèle. Donc, le schéma, c'est le diagramme gaussien. Chez la répartition qui m'a les résidus, c'est-à-dire l'écart mébine les valeurs prédites et les valeurs estimées pour chaque individu. Quel individu, par rapport à la variable attitude challenge, a une valeur. La base de données, quel individu a un score en termes d'attitude challenge. Et la méthode de la régression linéaire permet de faire des estimations selon le modèle Y, les attitude challenge, égale une constante plus qui m'appelle esprit de compétition fois un coefficient. Donc, il y a les estimations de l'attitude challenge, normalement, à quoi elle devrait aboutir comme valeur. Je vais des différences, mais bien la base de données ou mais bien les estimations ou les prédictions, les écarts, et donc les résidus. Voilà, donc les points, les trafés en le schéma, ce sont les résidus. Les résidus, le plus possible sous la forme d'une ligne droite. D'accord? Allez, qui fait une ligne droite pour montrer que le phénomène, il est linéaire. Pour avoir un modèle de forme linéaire, l'estimation. Donc, on voit très bien que le nuage de points suit une forme linéaire. C'est presque parfait. Il suit une ligne droite. Et que la majorité, les résidus sont bien alignés. D'accord? Donc, voilà. Donc, la condition de linéarité, elle est satisfaite. D'accord? Alors, le schéma on peut vérifier maintenant l'hypothèse de la variance des termes d'erreur, l'homoscédasticité. Mais qui m'a redit comme il est un peu aléatoire, le schéma, ça dépend comment on va l'interpréter. Mais généralement, les points sont alignés de manière
apparaître معناها des lignes. ما يلزمش يكون عندنا forme d'entonnoir ولا une forme d'hyperbole. معناها les points ما يلزمهمش يكونوا alignés يقش عليهم une hyperbole ولا alignés يقش عليه entonnoir. لازم فما كيما نراو هنا مثلا في الكا هذايا فما des lignes bien droites et on voit que c'est de la forme rectangulaire plutôt machine sous une forme rectangulaire. Mais باش نكونوا plus précis pour vérifier la condition, il vaut mieux نمشيو on la vérifie في التابلو الاولاني اللي نراو فيه هنا اللي هو التابلو de diagnostic des observations. ونشوفوا في التابلو de diagnostic des observations les valeurs نتاع les résidus نتاعي ils ne s'écartent pas de l'intervalle 3 moins 3 3. Alors هوني le tableau عطاني 3 observations. مثلا هوني c'est le numéro 61, le numéro 202, le numéro 337. اللي هما ce sont les numéros qui correspondent à des individus اللي جاوبوا لي على الكيستيونير. مع التابلو هذا شو يقول لي راهو مثلا le numéro 61, l'individu numéro 61, il a un résidu standardisé qui est égal à 4,16. اللي هو il n'entre pas dans l'intervalle moins 3 3. Autrement dit, فما un certain écart mais bien ce que le numéro 61 a répondu et ce que نحنا on a prédit pour lui. Même chose pour le 202 et pour le 337. Sauf que قلنا نحنا tout à l'heure اللي bon هون يعطاني 3 observations بركة والéchantillon نتاعي فيه 700. Donc ça ne va pas vraiment biaiser mes résultats. ما نجم نعمل حتى شيء juste هاكا عندي الريزولتا نعرف اللي فما les 3 individus هذوما ولا les 3 observations qui sortent un peu de l'écart اللي فيهم مشكلة نتاع homoscédasticité, mais ce n'est pas pour autant que ça va biaiser mes données. كان نلقى vraiment le nombre d'observations il est important. مثلا عندي 50 observations وين l'échantillon نتاعي فيه 300 individus. Là, il vaut mieux éliminer ces individus-là et refaire l'analyse. Donc, juste en fait pour vérifier les conditions. On vérifie la condition de la linéarité le schéma PP gaussien. On vérifie l'homoscédasticité le diagnostic des observations. Et on vérifie également l'indépendance des termes d'erreur à travers le Durbin-Watson اللي شفناه tout à l'heure في l'analyse نتاعنا هنا. Donc, نعاود نرجع l'analyse. Donc, شفنا Durbin-Watson qui a une valeur de 1,76. Donc, c'est une valeur qui est entre 1 et 3. Donc, on peut dire qu'il y a aussi une satisfaction de l'hypothèse ou de la condition de l'indépendance des termes d'erreur. Donc, pour l'instant, toutes ces vérifications-là me permettent de pouvoir interpréter les résultats de la régression linéaire et m'assurer qu'ils ne sont pas biaisés. D'accord? Donc, هذه أصعب حاجة en fait في الرégression. تشوفوا توا كي باش نتعداو للanalyse des autres résultats, c'est très simple. Par contre, الصعيب في la régression, c'est de vérifier les conditions نتاعها. واللي هما sont très importants. خاطر كيما قلنا كان on ne vérifie pas ces conditions-là, de toute façon le logiciel il va me fournir des informations, des statistiques sur la corrélation entre les deux variables نتاعي et je peux les interpréter, sauf que نجم يكون الريزلtat هذاك ما عنده حتى sens vu qu'il est totalement biaisé ونجم يكون الموديل نتاعي ne suit pas du tout le modèle linéaire. Donc ما عندهم حتى قيمة les résultats. D'accord? Donc c'est vraiment très important de les vérifier au préalable. Ben, une fois on a vérifié ces conditions, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à répondre à notre problématique. Donc, la problématique de base, c'est de vérifier si l'esprit de compétition a un effet significatif, positif sur l'attitude à l'égard du challenge. D'accord? Donc, l'hypothèse MTI. Alors, pour vérifier mon hypothèse, je vais tout d'abord aller au tableau de l'ANOVA. Alors, tableau de l'ANOVA, c'est un tableau qui va me fournir une statistique Fisher. Et cette statistique va me permettre de déterminer si globalement le modèle linéaire, de la forme y est égal à x plus b. L'ANOVA, on va vérifier la significativité de la relation.
Donc, j'ai la dernière colonne, la significativité du test. Alors, l'hypothèse que je suis en train de tester, c'est que à 0, le modèle n'est pas significatif. D'accord? Le modèle de la régression linéaire à 0. Donc, on va écrire à 0. Donc, allez. Donc, A0 du test d'ANOVA qu'on est en train de tester au niveau de la régression linéaire, c'est que le modèle global de la régression linéaire n'est pas significatif. C'est l'hypothèse A0 que je suis en train de tester au niveau de ce tableau. Autrement dit, on est en fait notre modèle global de la régression, est sous la forme attitude challenge égale à A plus B fois esprit de compétition plus une erreur. Il n'est pas dû au hasard et il est complètement significatif. D'accord? Mais نحكيو على la relation mais bien les deux variables. Faites attention, on chauffe le tableau limba. On est juste en train de parler de tout le modèle. Il y a toute l'équation. Est-ce que toute l'équation elle est significative, elle a un sens statistique, elle n'est pas due au hasard ou elle l'est. Donc A0 une fois testé, le test atteint P égale à 0,0, il est inférieur ou égal donc à 0,05. Donc, on va rejeter A0 et on peut dire que le modèle global de la régression linéaire, il est statistiquement significatif. Il existe dans la population, il n'est pas dû au hasard. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore répondu à ma problématique. Est-ce que ma femme relation entre l'esprit de compétition et l'attitude challenge? Et si elle existe, cette relation, à combien est égale la constante, à combien est égal surtout le coefficient de corrélation entre l'attitude challenge et l'esprit de compétition. Alors ça, c'est ce qu'on va vérifier dans le tableau suivant, le tableau des coefficients. Alors, quand vous voyez, là aussi, on a notre statistique, il est la statistique T. Alors, T, c'est le test de student. Le test de student, ici, on l'utilise pour vérifier la corrélation qui existe entre les deux variables internes, l'esprit de compétition et l'attitude challenge. Je vais regarder la dernière ligne, elle y fait la variable MT est l'esprit de compétition et la dernière colonne, elle y fait la significativité du test. Donc là, on voit très bien qu'il existe une relation significative entre l'esprit de compétition et l'attitude challenge. Donc le test est significatif puisque le PMT est égal à, on va mettre que le P il est inférieur, donc déjà à 0, d'accord? Donc le test est significatif, P inférieur à 0,01, voilà, c'est inférieur à 0,05, مش مشكلة. Autrement dit, l'esprit de compétition a un effet ou un impact ou une influence, مثلا, sur l'attitude challenge. D'accord? Donc, c'est l'interprétation déjà par rapport à la valeur du test P. Est-ce que c'est uniquement la valeur dont j'ai besoin? شلون حاجتي آخر أنا تو؟ حاجتي بالبيتا. Ben, فهمت اللي أنا l'esprit de compétition عندها effet, mais quelle est la nature de cet effet? Quelle est son ampleur? Alors, فين البيتا متاعي؟ وين باش نلقاه؟ اللي هو البي معناها هوني سميناه. On a deux bêta هنا. عندي le bêta et اللي هو le B هذايا
classique de l'équation, on dit le bêta standardisé, le coefficient standardisé. Alors, le coefficient standardisé, généralement, on va l'utiliser pour estimer la relation entre la variable indépendante ou dépendante et comparer d'autres variables. Par contre, quand je l'équation, je remplace le b par le b le modèle, je vais le remplacer par le b et les m'ajoute le coefficient non standardisé. Autrement dit, quand je la nouvelle le nouveau modèle attitude challenge, نحاول نعوض les variables اللي كانوا ناقصين les valeurs نتاع ال A ou le B. Donc attitude challenge soit égale à combien? Quelle est la valeur de la constante نتاعي? وين هي الكونستانت نتاعي؟ Voilà, ظاهرة مكتوبة هكا constante, c'est 0,394. هذيك الكونستانت نتاعي, c'est le A. Alors, plus le B نتاعي, donc ناخذ le B هذايا اللي هو موجود في les coefficients non standardisés et je vais le placer dans l'équation. Elle est égale à 0,828. Pardon, c'est un instant. Alors. Donc, le BMT c'est 0,828. Et des fois, évidemment, esprit de compétition. C'est le coefficient donc de l'esprit de compétition. Ben, je le terme d'erreur. Ah oui, le terme d'erreur. C'est lequel? Voilà, c'est l'erreur standard. C'est la somme en fait de ces deux erreurs-là. On dit deux erreurs. On dit l'erreur elle était la constante ou l'erreur elle était la variable MT. Donc normalement c'est la somme des deux. Bon, on y nage tout simplement zid plus e. C'est pas la peine de faire le compte. Dit ma femme une erreur. Mais normalement c'est la somme des deux erreurs standards. T'es bien le constante ou l'esprit de compétition. D'accord? Donc, nous connectons la droite linéaire et le modèle linéaire, il s'est précisé. Alors, le coefficient il est très élevé, c'est-à-dire qu'il y existe une relation très forte et un effet très fort de l'esprit de compétition sur l'attitude à l'égard du challenge. C'est l'esprit de compétition qui détermine en grande majorité finalement l'attitude à l'égard du challenge. Donc, c'est ce qu'on peut retirer. Alors, on remarque aussi que la relation elle est positive. Le coefficient est bêta qui ménage mikun positif, qui ménage mikun négatif. Dans notre cas, il est bel et bien positif. Donc, ma relation positive et forte entre l'esprit de compétition d'une part et l'attitude à l'égard du challenge d'autre part. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste à déterminer en fait? Il reste à déterminer si cette relation linéaire entre les deux variables, elle est pertinente, dans le sens où est-ce que l'esprit de compétition permet vraiment de prendre compte de toute la variance de la variable attitude challenge. Et quand on a parlé du R carré, le R carré, il me permet de déterminer le pourcentage de variation de la variable en fonction des variables indépendantes. Alors, la même chose, on va la retrouver dans le cas de la régression linéaire. Alors, qui chauffe le tableau, le récapitulatif du modèle. Alors, dans le tableau récapitulatif du modèle, on a la valeur du R2. Ou on a ce qu'on appelle le R2 ajusté. Ben, tant chauffe le R2 ajusté. Le R2, c'est le coefficient de détermination qui m'a badabtrine l'ANOVA. C'est-à-dire, il indique le pourcentage à partir duquel la variable indépendante participe dans l'explication de la variable dépendante.
Donc, comment on peut l'interpréter? R2, il est égal à 0,509. On est à 50% de la variance de la variable attitude challenge provient de l'esprit de compétition. Donc, le coefficient de multiplication, اللي tout à l'heure, اللي هو 0,82, le bêta, il a une interprétation différente du R carré. مش معناها l'esprit de compétition عنده un effet très fort avec l'attitude challenge, que ça veut dire que c'est la seule variable explicative مثلا de l'attitude challenge. Non, le R carré montre bien que l'esprit de compétition, il a une très grande part dans l'explication de l'attitude challenge, mais il y a aussi d'autres variables forcément qui expliquent l'attitude challenge, puisqu'on est toujours juste à 50% du taux explicatif, ce qui est déjà très très fort, mais on peut encore inclure d'autres variables explicatives. D'accord? Donc, فما فرق ما بين البيتا والR carré. Le bêta tatine la force de la relation et me permet aussi de calculer et de prédire l'attitude challenge en fonction de la valeur de l'esprit de compétition, alors que le R carré me permet de déterminer le pourcentage de variance de la variable dépendante en fonction de la variable indépendante, l'esprit de compétition. Alors, on va essayer de faire le récap de tout ça au niveau donc, du cours, où vous avez en même temps dans les slides les tableaux avec l'interprétation. Alors, après la vérification justement de toutes les conditions, on a vérifié différents indicateurs, les différents indicateurs pour finalement apporter une réponse à notre problématique. Alors, شوفنا حكينا على R carré. قلنا le R carré, c'est ce qu'on appelle le coefficient donc, de détermination, et il donne la part de variance de la variable expliquée restituée par la variable indépendante. Plus il est élevé, bien sûr, plus le pouvoir explicatif et prédictif de x sur y il est élevé. Alors, comme tout à l'heure, les deux. On a le R2 ou on a le R2 ajusté. Alors, la différence, c'est quoi? Le R2, c'est la formule MTR, quand on le calcule, il va y avoir une certaine inflation à partir d'un certain nombre de variables introduites. Les x متاعي قد ما نزيد في les x et plus le R carré باش يطلع. عليه خاطر la formule elle prend en compte le nombre de variables indépendantes. Donc le R carré ajusté, c'est juste l'ajustement de cette inflation. Alors في الكا نتاعنا الاولاني هذا on voit très bien qu'il n'y a pas de différence à 0,1. عليه على خاطر عندنا une seule variable indépendante بطبيعتنا. Donc il n'y a pas de différence. Par contre كي نولي نعمل des régressions multiples et je vais introduire par exemple 6, 7, 10 variables indépendantes à la fois, le R carré توالي باش يكون فيه une inflation. Donc il vaut mieux وقتها j'interprète le R carré ajusté. Mais dans le cas d'une régression simple, c'est quasiment la même chose. Alors, le R, c'est quasiment la même chose que le B qui est standardisé, c'est-à-dire c'est la relation, voilà, la corrélation qui existe, mais bien la variable dépendante et la variable indépendante. Alors, ce qu'on a interprété aussi tout à l'heure, c'est le test de Fisher pour déterminer si notre modèle globalement, au niveau de la régression, il est significatif ou pas. On a vérifié que le P il est égal à 0,0, donc le test il est significatif et on peut affirmer qu'il existe une relation qui existe dans la réalité, dans la population et que le modèle de la régression il est globalement significatif. Dans le deuxième tableau de coefficients, on a interprété le T, il y a une significativité de la relation entre l'esprit de compétition d'une part et l'attitude challenge d'autre part. Et on a bien vérifié que c'est inférieur à 0,05 et même à 0,01. Donc la relation elle est significative entre les deux variables. Et on a utilisé le bêta pour interpréter la relation. Alors le bêta, le bêta standardisé pour essayer de comparer les variables entre elles. معناها كي نرجعوا لك الموديل اللي صورناه tout à l'heure. Si
si je reviens au modèle schématisé. Dans notre problématique, c'est comme si on a estimé la relation entre, d'une part, l'esprit de compétition et d'autre part la fidélité. On a fait schéma, bien sûr, c'est schématisé par la relation hypothétique, mais elle est schématisée par une flèche. Alors très souvent, les recherches, les articles ou faire des modèles empiriques, on introduit au niveau de la flèche, lorsqu'on va interpréter les résultats, on l'estimation de la flèche. On le bêta standardisé. Il est à 0,71, je pense, 3. 713. Voilà. Et c'est le coefficient standardisé. Quand on interprète les résultats, on les interprète selon le bêta standardisé. Par contre, quand on écrit la droite de l'équation, on écrit toujours le coefficient non standardisé. Pardon, c'est l'attitude challenge. Mais je fidélité. Donc, on est comme la droite de l'équation en T, attitude challenge égale à la constante, donc je connais à 0,394 plus 0,82 fois esprit de compétition, plus évidemment l'erreur. Donc, quand vous remarquez, j'ai utilisé dans la droite de l'équation, pour prédire l'attitude challenge, j'ai utilisé le bêta qui est plutôt non standardisé. Par contre, quand j'interprète les résultats, j'utilise le bêta standardisé. Allez, en fait, j'utilise le bêta standardisé. En fait, quand je veux comparer les résultats des différentes recherches entre elles. Supposons la recherche est dans un contexte tunisien. On a un coefficient de 0,71. Un autre chercheur va dupliquer cette recherche dans un contexte américain. Il va retrouver un autre bêta, un autre coefficient de corrélation. Pour pouvoir comparer les coefficients بيناتهم لازمهم يكونوا standardisés. Allez, نجم نكون أنا استعملت مثلا une échelle de Likert à 5 points, alors que dans l'étude américaine, استعمل une échelle de Likert à 7 points. Les coefficients, le calcul ils vont être différents par rapport au nombre d'échelons de l'échelle. Donc, il vaut mieux les standardiser pour pouvoir faire la comparaison. À ma fête droite d'équation, le bêta qui est plutôt non standardisé pour pouvoir faire des prédictions. L'importance à la droite d'équation, c'est que en tant que manager, des vendeurs ou des challenges pour connaître leur attitude à l'égard du challenge, il suffit de un test psychologique, le score de l'esprit de compétition, et il suffit de remplacer l'esprit de compétition par la valeur la valeur de l'attitude challenge. Donc c'est une manière aussi de prédire pour des nouvelles recrues l'attitude à l'égard du challenge.